Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Mais oui, c'est Human, toi l'homme, que fais-tu de ta planète, que fais-tu de ta vie en société, et pour aujourd'hui, que fais-tu de ton eau ? Puisqu'aujourd'hui, nous avons avec ma co-animatrice, j'ai nommé Louise Raymond. Salut Pierre-Alain. Voilà, bonjour Louise. Nous accueillons Hydraulique sans frontières. Figurez-vous, Hydraulique sans frontières, c'est pas Médecins sans frontières, il y a beaucoup de sans frontières. Le sans frontiérisme est à la mode depuis un certain nombre de décennies. C'est Hydraulique sans frontières avec un chef de projet, Alain Mouflard. Bonjour Alain. Bonjour. Avec Madame Miari Ravelandjato, puisqu'on est à Madagascar. On va parler de Madagascar. Bonjour. Bonjour. Et avec Monsieur VV. Bonjour Monsieur VV. Bonjour. Voilà. Et pour nous mettre dans le bain, on va démarrer avec quelques secondes d'une des musiques que vous nous avez proposées. Aujourd'hui sur le plateau de Human, on est donc avec Hydraulique sans frontières et donc on va parler de l'eau. L'eau, cette ressource vitale, cette ressource mal partagée qui fait donc l'objet parfois d'une mauvaise gestion par les hommes. Mauvaise gestion aggravée par plusieurs facteurs sur lesquels on va revenir au cours de l'émission. L'eau qui n'est pas une ressource inépuisable au point d'être qualifiée d'or bleu. Donc on sait qu'on a des millions de personnes qui n'ont pas forcément accès à l'eau, à l'assainissement, qui boivent de l'eau polluée, qui provoque des maladies. 60% des réserves d'eau douce seraient réparties dans 9 pays. Peut-être que vous pourrez nous en dire un petit peu plus. L'eau, en tout cas, cette ressource non inépuisable. Et c'est quelque chose qui sera de plus en plus vrai dans les décennies à venir, avec les problématiques notamment de réchauffement climatique. Mais peut-être que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter votre organisation et puis les actions que vous mettez en place et les territoires dans lesquels vous intervenez. Eh bien, Hydraulique sans frontières est une association qui est basée à Chambéry, qui existe depuis 1990, qui à l'origine a été montée par d'anciens ingénieurs d'EDF et qui œuvre donc sur des projets d'hydraulique, essentiellement de l'eau potable, l'assainissement, dans les pays du Sud. Nous intervenons donc en Afrique francophone et à Madagascar sur des projets donc beaucoup de projets de petites collectivités pour des puits, notamment Burkina Faso, dans les pays d'Afrique subsaharienne. Et à Madagascar, donc depuis 2012, c'est un projet un peu particulier puisqu'il concerne une petite ville d'une dizaine de milliers d'habitants qui s'appelle Brickaville. Et vous disiez, l'eau est un bien précieux, oui, sans doute, mais paradoxalement, Brickaville déborde d'eau. Brickaville est fréquemment inondée par des crues du fleuve. Brickaville subit les pluies de l'océan Indien. Et malheureusement, le problème de Brickaville, c'était le problème de l'accès à de l'eau de qualité. Et quand nous sommes intervenus en 2012, eh bien, la seule ressource de la collectivité, c'était le fleuve. Un fleuve malheureusement très pollué, avec d'énormes problèmes sanitaires. Voilà. Donc depuis 2012, c'est une belle aventure que nous menons à Brickaville, donc sur cet aspect de l'eau potable et maintenant qui déborde, on aura peut-être le temps d'en parler, sur d'autres problématiques, l'assainissement, le traitement des bouts de latrine, l'hygiène, les déchets. Voilà, en 3 mots, l'origine de ce projet. Comment est-ce que, par exemple, pour ce dossier bien précis, qu'on va développer plus que les autres, évidemment, mais on va aussi parler des autres, comment est-ce que le dossier, si j'ose dire, vient à vous ? Est-ce que c'est vous qui allez le chercher ? Est-ce que c'est la municipalité ou le service des eaux locales qui vient vous chercher ? Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Eh bien là, c'est le bouche à oreille. En fait, nous sommes intervenus suite à la demande de la collectivité, en la personne de VV,
ici à côté de moi. Monsieur Vévé. Oui. Monsieur Vévé, qui est toujours le responsable à l'origine d'une petite association de gestion qui essayait tant mal que bien de faire fonctionner un petit peu un réseau d'eau potable très défaillant et dont on a fait connaissance par d'autres personnes avec lesquelles nous étions en lien sur d'autres projets à Madagascar. Et on s'est rencontrés donc en avril 2012. Voilà. Et j'ai un bon souvenir de cette première rencontre avec VV et la municipalité qui nous a fait part donc des grandes difficultés de cette commune. Et alors, monsieur Vévé, si vous voulez bien nous expliquer, vous étiez, vous, à la tête, si j'ai bien compris, d'une sorte d'association locale, et cette association locale gérait elle-même un réseau d'eau, est-ce que c'est exact? Oui, une petite réseau d'eau. Oui. Oui. Petit, ça veut dire qu'il alimentait combien de personnes? 3 bornes fontaines. 3 fontaines? Oui. D'accord. Et 2 heures de marche toute la journée. 2 heures de marche? Oui. D'accord. Seulement. Donc, c'est-à-dire qu'on est en milieu rural, on n'est pas dans une ville, là. 2 heures de marche, oui, c'est immense. Hein. C'est pas à l'échelle du tout des besoins de la ville. C'est Voilà. pour ça que l'essentiel des gens allaient s'approvisionner dans le fleuve. Voilà, et dans le tissu, si je comprends bien, dans le tissu économique et administratif local de Madagascar, eh bien, on va souvent, la collectivité publique, en quelque sorte, va confier, ou en tous les cas, une association va apparaître et va elle-même directement gérer les points d'eau? Non, pas exactement. Puisque nous, notre association, dont l'objectif, c'est de comment développer Brickaville. Oui. Oui, c'est pour cela qu'on a essayé de trouver, de chercher des partenaires locaux et internationaux. Donc, on a tombé sur l'Hydraulique sans frontières. D'accord. Par intermédiaire de... Donc, comment vous prenez connaissance de l'existence d'Hydraulique sans frontières? Oui, il y a un monsieur, ce qu'on appelle Christian B. Oui, c'est mon professeur à l'université. Oui, on a... Pour nous, pour notre association, ce n'est pas limité, mais on discute et on bavarde partout pour avoir des moyens, tout ça. Donc l'association que vous avez créée, qui s'appelle Action des jeunes pour le développement de Brickaville. Oui. C'est celle-ci. Oui. D'accord. Donc, oui. Et cette personne, M. Christian B., nous le connaissions également. Donc Christian B. nous a dit « Ah tiens, je connais VV, Brickaville, ils ont des problèmes, il faut aller les voir ». Et nous avons eu une première réunion, donc je me souviens bien, c'était le 23 avril 2012, où on a rencontré la collectivité, VV bien sûr, le ministère de l'eau était là et toutes les autorités locales étaient présentes et on a parlé donc de ce projet et après on a réussi à réunir des financements avec des bailleurs français, donc des collectivités, à l'origine essentiellement la région du pays de Gex dans l'Ain. Pourquoi ? Parce que c'est des bailleurs que nous connaissions, qui nous appréciaient, avec lesquels nous avions déjà mené d'autres projets. Oui. Et on leur a parlé de Brickaville et ils ont tout de suite accroché à ce projet. Donc à l'origine, ça a été la communauté de communes du pays de Gex. Et ensuite, d'autres collectivités se sont agrégées pour financer ce projet. D'autres collectivités autour du pays de Gex, la communauté de communes du Genevois, Annemasse Aglo. Il y a eu également la communauté urbaine de Bordeaux. Et aussi, pour au moins à peu près la moitié du financement, les agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse principalement, et agences de l'eau Adour-Garonne. Donc tout l'ensemble de ces partenaires financiers ont, depuis 2012, financent cette opération. Et également, je citerai... À hauteur d'un budget de quel ordre ? C'est un budget qui, au niveau du réseau d'eau potable, est de l'ordre de 800 000 € à ce jour. Je citerai également l'État de Genève, puisque Annemasse, Gex, Saint-Julien, toutes ces communes sont en lien au niveau, disons, de l'usage de l'eau, que ce soit l'eau propre et l'eau usée, avec Genève, puisqu'il y a une interdépendance. Et donc, il y a une communauté transfrontalière de l'eau qui s'est installée, qui a été créée avec l'État de Genève. Et les gens de Genève ont été sous le charme de ce projet et se sont investis également. Et ont tout récemment installé un ensemble de panneaux photovoltaïques pour l'alimentation en électricité des pompes. C'est-à-dire qu'on élargit le domaine
et on va chercher de l'énergie qui elle-même, etc. On essaye de se passer, de trouver des sources d'énergie renouvelables, bien évidemment, et aussi on essaye de fiabiliser le réseau, parce que, VV peut-être dire quelques mots du réseau public d'électricité et de ses qualités et surtout de ses défauts. Mais alors, avant de rentrer peut-être, Alain Mouflard, dans les détails techniques, j'aime bien commencer une émission en décrivant, vous savez, les trajectoires individuelles. Alors, on va venir à Monsieur VV et on va venir à la trajectoire individuelle aussi de Miary, mais vous-même. Voilà, ce qui me frappe, c'est l'originalité de la démarche et en particulier, je dirais, la variété des financements. Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est parlez-nous de votre carrière antérieure, c'est-à-dire celle qui a précédé votre retraite et votre investissement dans cette ONG Hydraulique sans frontières. De manière à quoi? De manière à la fois à savoir qui vous êtes et quel a été votre parcours professionnel antérieur, mais aussi de dégager les différences entre votre investissement de l'époque, qu'est-ce que vous faisiez, pour qui, pour quelle société, et celle d'aujourd'hui. Eh bien, pendant toute ma vie professionnelle, j'ai travaillé dans le domaine de la maîtrise d'œuvre en tant qu'ingénieur conseil pour conseiller des collectivités locales, essentiellement dans la région de Grenoble, puisque je suis grenoblois. D'abord dans une première société, puis ensuite une seconde que j'ai montée moi-même avec un associé, donc en 1995. Qui s'appelle Alpétude, et qui travaille toujours d'ailleurs dans beaucoup de communes de l'Isère, également en Savoie, et sur des projets à dominante hydraulique urbaine, réseau d'eau, réseau d'assainissement, mais également tous les travaux d'infrastructure des collectivités locales. Donc j'ai passé ma vie à être un petit peu comme un architecte par rapport à des projets, architecte de l'eau, si vous voulez, voilà, avec de la distribution de l'eau. Voilà, avec des collectivités locales, des communes. Et puis j'étais peut-être un peu frustré de voyage, parce que quand j'allais au bout du département de l'Isère, j'étais tout content, c'était l'exotisme. et je rêvais de voyage, et la retraite a été l'occasion de m'investir, continuer le même travail à titre bénévole, mais sur des projets dans les pays du Sud. J'ai fait 4 projets à Madagascar, j'en ai fait un au Népal, mais le principal, le plus important qui m'a occupé, c'est Brickaville. Et je fais ça avec énormément de bonheur et de plaisir, parce que on travaille avec des gens absolument adorables. En plus, Hydraulique sans frontières est une équipe, on a une équipe de jeunes tout à fait sympathique, Miary à côté de moi, et puis au bureau 4 salariés au bureau à Chambéry. Et donc pour moi, c'est une façon de continuer mon activité professionnelle avec énormément de plaisir, et pour je pense, des projets qui ont du sens. On a l'impression que vous êtes plus heureux aujourd'hui qu'avant. C'est sans doute un peu vrai, oui. Tout à fait. Non, mais c'est une qualité, enfin disons, un moment de vie qui est extrêmement riche. Miary? Oui. Et vous? Moi, du coup, j'ai rencontré Hydraulique sans frontières comme par hasard. J'ai fini mes études en 2009 en hydrogéologie. Je l'ai fait à Sirapé, du coup, c'est un peu plus au sud de Tana. Et après, je passais comme par hasard à Brickaville. J'ai vu un panneau qu'il réalisait une adduction d'eau potable à Brickaville. Et j'ai cherché du travail en ce moment-là. Du coup, j'ai tapé, j'ai fait un mail. Comme ça, comme par hasard. Je cherchais du travail, je viens de finir mes études. Mais des études de quoi? En hydrogéologie. Ah, en hydrogéologie. Oui, vous êtes quoi en hydrogéologie? Quel est votre niveau d'investissement de formation? Master 2. Master 2, voilà. Hydrogéologie, d'accord. Voilà. Oui. Et j'ai fait un mail, et comme quoi j'étais bénévole d'abord. Oui. Et après, je me suis investi sur le projet Brickaville, sur Totor-Tailleur, qui est au nord de Tana, à Boumang, ça s'appelle. Et après, sur sud-est de Madagascar, qui s'appelle Fannyville, tous des projets de Hydraulique sans frontières. Et ensuite, maintenant, je suis l'AJB depuis quelques temps, depuis 2016 jusqu'à maintenant. L'association qui est chargée de gestion avec en présence de Monsieur Monsieur VV. Voilà. L'AJB, d'accord.
Bon, écoutez, on va reprendre dans un petit moment, mais peut-être que on va s'écouter, Pause musicale? non pas de l'eau, mais quelque chose qui y ressemble. Et vous nous avez suggéré, Alain Mouflard, un groupe qui est un groupe donc de chez vous, un groupe malgache. C'est le groupe 3MA avec le titre Anna Rouz. Alors voilà, je le dis tout de suite, puisqu'on va écouter cette musique tout au long de cette émission. Ces musiciens, c'est Balaké Sissoko, c'est Driss El Maloumi et c'est Rajeri. Et le premier titre s'appelle Aretina. Écoutez. De retour sur le plateau de Human avec Alain, avec Mihari. Mihari, j'allais Ouais. dire Myriam, et Ouais. avec Monsieur VV. Donc vous nous disiez tout à l'heure comment vous étiez rencontrés avec Hydraulique sans frontières. Juste une petite question à Alain. Est-ce que ça se passe tout le temps comme ça? Est-ce que ce sont des petites associations locales qui font appel à Hydraulique sans frontières? Ou est-ce que c'est aussi Hydraulique sans frontières qui fait un travail de recherche et qui se dit ici on a besoin de nous? C'est un peu les deux, mais la plupart du temps, ce sont des associations locales qui s'adressent à nous parce qu'ils nous connaissent, ils ont la nous connaissance du connaissent, terrain. ou c'est le bouche à oreille. Et là, il faut toujours que la demande vienne des associations locales, bien évidemment. On n'arrive jamais dans une collectivité en disant, dans une petite commune, en disant mais là vous avez besoin de ceci. Non, il faut surtout pas agir comme ça. C'est l'usager qui doit dire, c'est les gens du pays qui doivent dire nous avons nos besoins sont ceux-là. Et bien être à leur écoute et faire des projets qui correspondent bien à leurs demandes. C'est ça l'essentiel. Et alors dans ce cas-là, ça se passe vraiment plutôt sous forme d'un partenariat avec votre expertise et celle des populations sur place. On voit sur quand on visite votre site, on voit que vous mettez vraiment le point, une importance particulière sur ce partage des savoir-faire. Et donc dans cette dimension-là, le travail avec Monsieur VV, comment ça se passe? Peut-être VV, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat, la façon de travailler avec Hydraulique sans frontières? On a travaillé avec l'hydraulique dans deux sens. C'est en ligne, voilà. En ligne? Oui, C'est-à-dire? sur l'Internet, tout ça. D'accord. Un fichier, tout directement ici en France. Et aussi par intermédiaire de Mihari. De Mihari? Oui, D'accord. c'est ça. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Oui. Et alors comment ça se passe? Quelle est votre organisation? L'organisation, c'est que moi, vu que je vis à Tana, je viens souvent à Précaville. Je passe 3 jours à Précaville ou 4 jours maximum. Ça dépend des travails. Et j'y vais là-bas pour c'est pas surveiller, mais contrôler ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a des travaux à faire? Tout ça avec les entreprises. Et après, ils me remontent les informations sur le terrain. Et je remonte l'information de Madagascar via Chambéry. Vers Chambéry. Qui fonctionne un peu comme un bureau d'études, d'une certaine manière. Oui, Chambéry, c'est ça, oui. Oui. Mihari, Voilà. hein. C'est une espèce de bureau d'études techniques qui vient valider en quelque sorte ce que vous préconisez vous sur le terrain. C'est bien ça. C'est à peu près ça? Ouais. Hein. Et alors, décrivez-nous peut-être une journée type de travail, si ça a du sens. Depuis Tana ou depuis Précaville, du coup? Depuis Tana, allez, on parle de Tana, oui. On part de Tananarive et puis on arrive jusqu'à Brickaville. Allez-y. Allez, je pars de Tana vers 7h, 8h du matin. Et après, il faut 6h, 7h de route pour Précaville. J'arrive vers 14h. Et Comment après, elle est la route? la route, elle est dégradée, il y a plein de trous. Ouais. Voilà. Et arrivé au bureau, je contacte soit VV, soit les autres membres, puisqu'ils sont à peu près 11 dans la JP, tout en ensemble. Dans la JP, dans l'association? Oui. Voilà, de D'accord. l'association de la JP. Locale, oui. Locale. Et s'il y a des travaux à faire, genre... là, maintenant, il y a les canaux. Les canaux à travaux d'urgence. Des canaux d'irrigation? Non, des canaux d'assainissement pour la ville.
D'accord. Je vais sur le terrain avec Monsieur Vivier et on vérifie la conformité des travaux avec l'entreprise. Donc ce sont des canalisations d'évacuation d'eau usée, Voilà. c'est ça? Oui. Puisqu'on est dans le WASH, comme disent les humanitaires, c'est-à-dire dans le Water, Sanitary, et H, le H c'est hygiène. Hygiène en anglais. Voilà. On est là-dedans, Voilà. complètement, c'est votre activité. C'est ça. Donc vous allez vérifier le bon fonctionnement de ces canaux qui sont peut-être percés, qu'il faut peut-être faire des réfections, etc., etc. Oui, voilà. Et après, on fait un rapport terrain et on le remonte jusqu'à Chambéry. D'accord. Oui, il faut voir que la phase canaux, c'est un peu le deuxième volet de cette opération de Brickaville. Brickaville, on a l'ambition de réaliser un projet pilote dans le domaine global, on dit EAH, eau, assainissement, hygiène. Et à Madagascar, l'eau potable, on voit bien ce que ça représente. Je pense que depuis 2012, on a mis en service en 2016 le réseau. On peut dire qu'il fonctionne très bien, mais on n'avait fait que la moitié du travail. Et il restait à faire donc régler le problème du fonctionnement des canaux qui fonctionnent très mal parce qu'ils sont bouchés par des déchets. Qui font que la moindre pluie, les gens pataugent dans l'eau. Il y avait ce problème. Donc, réfection des canaux, également collecte et traitement des déchets. Et enfin, dernier point qui pour nous est assez insolite, qui nous semble insolite, c'est les problèmes des latrines. Chez nous, les latrines, c'est de l'assainissement liquide, on tire la chasse. Là-bas, à Brickaville, non. Les latrines, c'est un trou dans le jardin et quand le trou est plein, on fait un trou à côté. Et ces bouts de latrines, quand il pleut, quand le fleuve inonde, ça engendre d'énormes problèmes sanitaires. Donc on a mis en place, grâce à un partenaire local, société Arafa, un projet de traitement des bouts de latrine par biodigestion, avec fabrication de biogaz. Ensuite, le résultat de après avoir fabriqué du biogaz, les bouts de latrine deviennent pelletables et puis manipulables et on les composte. On les fait sécher sur un lit de séchage et ensuite on les composte. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux. Complètement. Le but, c'est de trouver des solutions qui soient durables. Vous parliez tout à l'heure de panneaux photovoltaïques pour produire l'électricité pour les pompes, faire du biogaz avec... donc finalement, c'est vraiment lié c'est du développement durable ce que vous faites. Tout à fait. Finalement. C'est une opération globale avec ce projet de traitement des bouts de latrine, ce projet de rénovation des canaux, un projet de collecte et de valorisation des déchets, mais qui n'a... La chance de Brickaville, c'est l'AJB. Brickaville n'existerait pas sans l'AJB et sans cette association qui a apporté la preuve qu'elle était capable de gérer avec énormément de sérieux un réseau d'eau potable. Notamment, je citerai un incident qui est survenu en 2017, une inondation liée à un cyclone, le cyclone Enowa, où la ville a été entièrement submergée sous 2,50 m d'eau. Eh bien, le réseau d'eau potable a été remis en service en même pas 2 jours grâce à la qualité de travail de l'AJB. Et ça, la population y est extrêmement sensible. Et de ce fait, a toute confiance dans l'AJB pour étendre ses domaines de compétences dans le domaine de la gestion des canaux, des déchets et de l'assainissement des latrines. Voilà, donc ça, c'est le point clé du projet, c'est la bonne gestion, le sérieux de la gestion. Aujourd'hui, l'AJB, sous la présidence de M. Vévé, c'est 9, je parle sous le contrôle de 9 emplois, 11 emplois donc, de direction et combien d'emplois de gardiens de bancs de fontaine ? 36. 36, vous voyez, c'est quand même toute une belle organisation. Gardien de fontaine. Gardien de borne-fontaine. 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 Qu'est-ce qu'une borne-fontaine ? Alors, bien, Miari explique. Une borne-fontaine, c'est un point d'eau là où on puise de l'eau. Oui. Les gens viennent avec leur jerrycan et il y a une fontainière qui ouvre le robinet et les gens prennent et puis ils consomment à la maison. Et cette fontainière, donc, est une salariée ou une bénévole de l'association AJB ? Non, c'est rémunéré. À partir des... C'est rémunéré ? Oui. Voilà. Donc, c'est partiellement rémunéré. Enfin, c'est rémunéré.
Et donc, elle reste là toute la journée, elle doit rester là, elle surveille le point d'eau en quelque sorte. Pour pas quoi? Pour pas qu'il soit empoisonné, pour pas qu'on prenne de l'eau. Parce que l'eau, ils la payent, les gens, comment ça se passe? Oui, ils payent. Oui. L'homme, les gens payent. Oui, Oui, il reste 6 heures par jour. Le matin, oui. de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures, et l'après-midi, et le midi aussi. Donc pendant ces horaires-là, ils peuvent aller chercher de l'eau à la fontaine. C'est ça le Oui. fonctionnement. D'accord, Oui. ok. Et combien Et ça coûte? J'arrive avec mon jerrycan. Oui, 50 arriari. Ouais, ça fait... 50 arriari, c'est pas... Ça fait combien? On va donner des ordres de grandeur par rapport à... Ça fait 1,2 centimes d'euros. Oui, certes. Mais alors, donnant des ordres de grandeur peut-être par rapport à un salaire minimum local. On va dire que pour avoir une idée. Le salaire le plus bas, enfin disons, qui permet de survivre à Madagascar, et malheureusement, qui est le salaire de beaucoup de gens, c'est de l'ordre de 4000 arrières par jour. Donc 4000 arrières par jour, c'est 1 euro. D'accord. Voilà, ça c'est pour donner un ordre de grandeur. Donc 50 arrières par rapport à 4000, c'est pas négligeable. Pour nous, c'est des sommes dérisoires, mais pour Madagascar, Mais enfin, rapporté quand même à la rémunération de base par jour, ça va, c'est pas hors de prix. C'est pas de l'or, quoi. Si, monsieur VV, c'est de l'or? Allez-y. Oui, on peut dire oui, mais... Parce que c'est vous, l'or. C'est l'eau, mais c'est aussi vous. Parce qu'il l'a bien dit, Alain Mouflard. Oui. Sans vous, lui, il peut rien faire avec ses diplômes. Et Miari non plus. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'impact local. Il n'y a pas voilà, le tissu local que vous représentez par votre compétence, par le fait que vous avez su réunir des gens autour de vous, rend possible cette opération internationale originale. Tout à fait. Et puis on pourra dire une chose aussi, c'est que l'AJB, c'est une association, donc sous statut de coopérative, mais il y a aussi la collectivité qui a bien sûr son rôle à jouer. Et on a la chance d'avoir une excellente relation entre la mairie de Brickaville et l'AJB. L'AJB est parfaitement reconnue par la collectivité et l'AJB est parfaitement reconnue par les usagers. Donc c'est aussi une des clés du succès de cette opération. Comment vous avez fait, monsieur VV, pour vous mettre bien avec le maire de Brickaville? Est-ce que vous lui avez graissé la patte? Non. Yann, oui. Comment oui? Vous lui avez graissé la patte? Des réunions presque chaque fin de semaine. Oui. Oui. Des rapports, tout ça. Les politiques vous paraissent honnêtes? Non, pour nous, c'est interdit. La politique, c'est interdit pour l'eau. Pour l'eau? Oui, c'est-à-dire interdit. Vous n'êtes pas en rapport avec les politiques? Non, le rapport, c'est technique, spécialement technique. Vous ne voulez pas parler de politique? Oui. Surtout pas? C'est ça? Oui. Bon. Alors, on a fait une journée de travail type à Tana avec Miari. Est-ce qu'on peut faire peut-être une journée de travail type à Brickaville au sein de ton association VV? Pour nous, pour l'association, 100 heures de travail. On travaille presque 7 jours sur 7 et 24 sur 24. D'accord. C'est pour surveiller la qualité et aussi les réseaux. Donc, c'est presque... C'est un travail 24 heures sur 24. Oui, oui. Et quelle est la nature de ce travail? Comment ça se passe sur place? Vous travaillez avec les populations? Entretien, chaque fin du mois, c'est le relevé. Aussi, il y a du comptable, du caissier, tout ça, responsable du pompage, analyse de l'eau, tout ça, les petites analyses comme taux de fer, tout ça. Oui, c'est ça. Ça réunit énormément d'expertise et donc ce sont et au niveau des travaux, comment ça se passe? Parce que nous, vraiment, on est de notre point de vue, voilà, d'ici, on n'y connaît rien. Très concrètement, Alors, les travaux, si vous voulez, c'est une... Quelles sont les différentes phases d'un projet, par exemple, quand vous arrivez sur les lieux? Comment ça se passe? Il y a d'abord la concertation avec les autorités locales pour proposer des solutions avec l'exploitant, discussion sur ces solutions, et ensuite engagement de consultation d'entreprises locales pour la réalisation des travaux, suivi des travaux,
Et une fois que ces travaux sont réceptionnés, mise en place d'un guide de maintenance pour l'exploitant et discussion avec l'exploitant. Et on peut dire qu'aujourd'hui, l'AJB respecte parfaitement les consignes et les guides de maintenance que nous avons établis et va même au-delà de ce que nous avons proposé en termes, par exemple, de nettoyage des réseaux, nettoyage du réservoir. Ils font les choses de façon extrêmement scrupuleuse. Et le résultat, c'est que les analyses bactériologiques qui sont faites régulièrement montrent que l'eau est de bonne qualité. Les gens peuvent boire l'eau à la maison, comme chez nous. Voilà, et on va sur ces entrefaites, en continuant à évoquer ces sujets concrets, essentiels, et on comprend bien que le guide de maintenance, il va dans un sens, mais j'ai cru comprendre qu'il vous renvoyait aussi des informations qui peuvent vous être utiles pour d'autres projets, compte tenu de leurs propres compétences locales. Mais on va s'arrêter là tout de suite et on va s'écouter un deuxième morceau de cet album Anna Rose qui s'appelle Anatra. Écoutez. Mais oui, voilà, nous voilà de retour. Nous sommes Human, nous sommes l'initiative autour de l'humanitaire et autour de l'écologie, avec aujourd'hui, on va dire, un zoom particulier sur un problème à la fois technique qui concerne tout le monde dans le monde, l'eau, avoir de l'eau potable, avoir de l'eau fraîche, avoir de la bonne eau, l'hygiène, l'évacuation. Évidemment, dans tous les camps, et tous les urgentistes nous disent que la première chose qu'on fait quand on arrive quelque part dans un camp ou dans une ville, c'est de vérifier et de faire que l'eau soit bonne. Et donc aujourd'hui, on regarde avec Hydraulique sans frontières, avec Alain Mouflard, avec Monsieur Vévé et avec Miari, eh bien de quelle manière cette chose fonctionne voilà, de manière très originale autour de Hydraulique sans frontières et avec des bailleurs de fonds qui sont le Genevois, Annamasse, Bordeaux, l'Agence de l'eau, et tout cela pour arriver à Brickaville, cette ville de 10 000 habitants qui se trouve sur la côte est de Madagascar. Alors, on va enchaîner, Louise, et on va enchaîner sur quoi ? Eh bien, sur Monsieur Vévé et sur Alain Mouflard et sur Miari, qui vont nous donner des précisions. Des petites précisions, ouais, peut-être sur l'avant et après à Brickaville. Quelle était la situation sur les lieux avant donc l'intervention de ton association VV et le partenariat avec Hydraulique sans frontières? Oui, Brickaville, c'est avant, c'est presque rien. Presque rien? Oui, j'ai dit rien. En eau potable. C'est-à-dire il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'accès à l'eau potable? Oui. Même que les régions que nous essayons de gérer avant, c'est pas bon. Donc après, c'est-à-dire, l'eau était sale, elle était quoi l'eau? Elle était comment avant? Avant, c'est... Oui, comment c'était? Quand vous étiez petit, elle était comment l'eau? On cherche l'eau partout. Hein? Il n'y en avait pas? Oui. Elle était sale, elle était quoi? Oui, sale. On allait la chercher où, du coup? Dans la rivière. À la rivière, ouais. Mmh. C'est ça. Donc après l'intervention de l'Hydraulique sans frontières, actuellement, c'est presque 400 abonnés. Donc il y a un vrai système de distribution de l'eau. Oui. Du coup. Aussi 28 bornes fontaines, 7 lavoirs publics avec point d'eau et 3 latrines publiques. D'accord. Les latrines sont publiques. Et je souligne que les latrines publiques sont confort. Confort. C'est important. Mais alors, avant que Hydraulique sans frontières intervienne, Monsieur Vévé, avec votre association, vous avez déjà fait des choses? Qu'est-ce que vous avez accompli? Oui, avant, on capte de l'eau sur une petite montagne et on distribue avec la population, c'est ça, avec 3 bornes. Avec comment? 3 bornes fontaines. 3 bornes fontaines. Oui. Et alors, comment ça vous est arrivé, ça, Monsieur Vévé, vous? Vous êtes professeur, au départ. Professeur de quoi? Oui, professeur d'histoire-géographie. Et alors, pourquoi vous intéressez à l'eau? Comment ça vous est arrivé? Vu le problème de Brickaville, oui. Moi, je vis à Brickaville, donc j'ai essayé de trouver
des solutions pour moi d'abord et après pour la population de Brickaville. Pour vous d'abord. Oui. C'est-à-dire que je veux avoir, moi VV, je veux avoir de l'eau propre, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors vous avez fait quoi? Je cherche des partenaires. Oui. Oui, partout. J'écris tout ça partout. J'envoie des mails, tout ça. Heureusement que l'Hydraulique sans frontières prendre connaissance de notre ville et grâce à Hydraulique sans frontières, oui, Brickaville, ça commence à intéresser. C'est devenu attractif maintenant. Oui. Les gens viennent y habiter. Oui, on voit des évolutions. D'accord. On voit des évolutions par le fait que les gens restent. Notamment, on parlait hier des fonctionnaires qui, dans le passé, souhaitaient être mutés, ne souhaitaient pas rester. Maintenant, ils souhaitent rester à Brickaville. On a 3 groupes de microfinance qui se sont installés. On a aussi des installations il y a une installation de lavage de voitures. Il y a également surtout, on peut dire que l'éducation des enfants, la disponibilité des enfants pour étudier est meilleure. La santé s'améliore. C'est tout un cercle vertueux dont on commence à mesurer les effets. Il y avait des épidémies, par exemple, avant, il y avait des maladies qui ont disparu avec le fait que l'eau est propre. Avant, il y a une maladie, oui, comme les fièvres typhoïdes, par exemple, avant. Mais actuellement, ça commence à diminuer. En lien aussi avec le projet d'assainissement, parce que l'eau, comme je le disais tout à l'heure, c'est la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, c'est l'assainissement, c'est la gestion des canaux, c'est la gestion des déchets, c'est la gestion des latrines. Et ça, c'est un énorme travail qui est encore devant nous pour quelques années. D'accord. C'est-à-dire que là, sur Brickaville, l'accès à l'eau, on peut dire que ça y est, c'est au point et il faut vraiment assurer toute la gestion des eaux usées. Est-ce que vous avez des problèmes de pollution à Brickaville liés notamment, je ne sais pas moi, à l'agriculture? Enfin, on sait que dans le monde, les rivières, l'eau est très polluée. C'est un facteur de maladie aussi. Oui. Est-ce qu'il y a ce problème-là? Oui, bien sûr. Je dirais que c'est plus le problème de la pollution et plus un problème de rejet de déchets, de plastique notamment, que l'on retrouve dans l'océan Indien. L'océan Indien est tout près. Et le fleuve est le principal point de rejet des déchets. Le reste, c'est sûr que la pollution humaine, les latrines, c'est un problème aussi. Mais on va le résoudre. Le reste, on n'est pas tout à fait dans les mêmes standards de vie. Les gens n'ont pas de machine à laver, les gens n'ont pas de lave-vaisselle, n'ont pas de baignoire chez eux. Donc les rejets d'eau usée sont sont moins importants que dans nos pays du Nord. D'accord. Mais ils ont de l'importance aussi. Alors vous dites que les gens n'ont pas forcément de machine à laver, pas de baignoire. Par contre, on a de quoi laver les voitures? Alors oui, c'est amusant. C'est rigolo. Oui, ça n'existait pas et il y a une demande. Hein, ça m'a aussi surpris, mais il y a un marché puisqu'il y a une personne qui s'est installée avec un branchement d'eau et il propose du lavage de voiture. C'est voilà. Plus le wash des humanitaires, c'est le car wash. Voilà, car wash. Bon. Alors la situation et la position de Madagascar, de cette énorme île, grande comme combien de fois la France, Miari? Madagascar, à l'échelle. En fait, c'est en longueur. Du nord au sud, c'est 1500 km. 1500 km. Et en largeur 800 km. Voilà. En surface, c'est assez proche. C'est assez proche. Mais... et qui est dans l'océan Indien, à l'est, au sud-est du continent africain. Voilà, cette position géographique nous permet peut-être de conclure, Alain Mouflard, ou vous, Miari, qui êtes ingénieur hydrologue, sur le contexte international dans lequel on est. On a vu que ces jours-ci, la conférence préparatoire à la future conférence internationale sur l'eau, qui se tient ces jours-ci, je crois, à Dakar, essayez d'avoir un regard général sur l'eau, sur cette planète. Dites-nous quelques mots pour conclure, en élargissant, en dézoomant, on était sur quelque chose de très local, de très précis, de très technique, de tout à fait précieux, parce qu'on n'est pas dans des grands discours internationaux, là, on est dans la réalité, et bravo pour ce travail, vraiment. J'allais dire qu'on est fiers de vous, pardonnez-moi, mais on a besoin de gens comme vous. En même temps, on a besoin de schémas,
dans nos têtes. Donc, Miari, merci de faire ce rapport avec l'eau dans le monde. Je vais t'aider un petit peu. Oui. Donc, Madagascar, en fait, on a, au niveau du changement climatique, je pense qu'il y a deux choses. On assiste au sud à de plus en plus de sécheresse. Et au nord, je schématise, de plus en plus de phénomènes dévastateurs liés aux cyclones. Depuis qu'on intervient à Brickaville, on a vu passer 3 cyclones dévastateurs en 7 ans. Avec quelles conséquences sur le réseau d'eau ? Eh bien, avec la conséquence, le réseau d'eau a été, comme il a été bien conçu, mais aussi qu'il est surtout très bien entretenu, l'AJB a pu le remettre en service très rapidement. Par contre, les conséquences se situent au niveau de l'évacuation des eaux, puisque les canaux fonctionnent très mal, et quand on a une inondation, eh bien, les gens restent pendant plusieurs jours les pieds dans l'eau. Donc l'idée du projet, c'est d'améliorer l'évacuation des eaux par ces canaux, pour donc se défendre un peu contre ces phénomènes climatiques qui sont en évolution. Et donc, comment lutter contre ces conséquences du réchauffement climatique qui vont ne faire que s'accroître ? Quel rôle d'ONG comme la vôtre sur la thématique de l'eau ? On ne pourra pas faire grand-chose au niveau des cyclones. Par contre, un dernier point au niveau de Madagascar sur lequel il y a moyen d'agir, c'est la déforestation, qui est un phénomène qui est lié à la pauvreté et qui fait que les gens coupent des arbres pour faire du charbon de bois, et la déforestation engendre des phénomènes de ruissellement qui accélèrent les écoulements et qui provoquent de vrais problèmes, notamment sur Brickaville au niveau des crues des rivières. Donc ça, c'est un axe d'action, et il y a encore beaucoup à faire. Voilà, moi j'aimerais bien entendre la voix de Miari, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. Elle a sûrement des montagnes de choses à nous dire. L'avenir de Madagascar, pour vous. Vous êtes ingénieur hydraulique. Vous êtes dans des projets concrets. En même temps, vous êtes une citoyenne de Madagascar. Comment vous voyez les choses, l'évolution ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'expériences aussi riches que celle-là, aussi efficaces que celle-là dans votre pays ? Oui, sûrement. Il y a les associations qui sont plus compétents comme l'AJB. Mais comme M. Alain avait dit tout à l'heure, il y a de plus en plus de déforestation à Madagascar. Et il faut que les citoyens malgaches, ça vient de nous d'abord, que ça vient de nous pour planter les arbres, d'être conscients que l'eau se raréfie, bien sûr. Par exemple, sur Tana, on a des problèmes de pollution de l'air, de l'eau, liée à l'eau aussi. Et ben, il faut qu'on se concerte là-dessus, non ? Je ne sais pas. Voilà, écoutez, on est heureux d'avoir participé avec vous et d'avoir appris un certain nombre de choses, et puis surtout cette efficacité entre ces bailleurs de fonds internationaux, nationaux français, mais très variés, et puis cette ville de Brickaville. Voilà, c'est une petite illustration concrète de ce que l'on peut faire sur ce terrain. Et on va se terminer, toujours avec notre groupe 3MA et avec Anna Rose, avec le troisième titre, qui s'appelle justement Anna Rose. Merci à tous et à bientôt pour un autre Human. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.